Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Si une personne connectée peut l'indiquer dans le chat. On va attendre un petit peu le temps que les gens se connectent dans tous les cas, mais a Ouais, priori, ouais. ok. C'est bon, merci Benjamin. C'est Alors, Benjamin. peut-être pour déjà m'introduire rapidement avant Jérôme et vous parler un tout petit peu des Malte Academy et de Malte pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc de mon côté, je suis Joachim Di Stefano de l'équipe Community qui est en charge de l'animation et de l'accompagnement de notre communauté freelance. Aujourd'hui, c'est donc Jérôme Carfentan, coach, formateur agile et freelance sur Malte, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy, avec pour sujet agilité à l'échelle. D'accord, mais à l'échelle de quoi? En attendant que les dernières personnes se connectent, donc quelques mots de manière générale sur les Malte Academy et sur Malte. Donc ces talks sont proposés par Malte pour permettre à sa communauté d'avoir un accès rapide à la formation par leurs pairs ou d'autres intervenants extérieurs spécialisés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Malte est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Nous avons la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance, plus de 300 000 en Europe et plus de 40 000 clients qui travaillent avec nous. Donc, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités de mission via notre plateforme en bénéficiant d'un certain nombre de services ainsi que nos différents partenaires et événements. Vous trouverez, vous trouverez toutes ces informations justement sur notre site mal.fr. Et du coup, je vais maintenant laisser la parole à Jérôme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié et a priori, il y répondra plutôt vers la fin. Bonne Malte Académie à toutes et à toutes. Je te laisse le micro, Jérôme. Merci Joachim. Alors, je vais commencer par partager mon écran en espérant que tout fonctionne. On a fait le test tout à l'heure, ça devrait le faire. Alors, hop, je partage. Alors normalement, vous devriez tous voir mon écran. Joachim, Yes. n'hésite pas à me dire si c'est bon. Ok, Ouais, ça parfait. marche. Très bien. Donc c'est parti pour cette Malte Academy. Donc déjà, merci à vous d'être là. Merci à Malte et à toi Joachim de m'avoir proposé de faire ce webinaire Avec plaisir. et surtout bienvenue à tous. Alors on rentre dans le vif du sujet directement. Après je prendrai le temps de me présenter quand même. Donc l'agilité à l'échelle, d'accord, mais à l'échelle de quoi? Donc c'est le titre de la présentation que je vous fais aujourd'hui. On entend beaucoup parler d'agilité à l'échelle aujourd'hui. Je voulais donc vous proposer une réflexion sur ce terme, sur le terme agile ou l'agilité. Parce que ce sont des termes aujourd'hui qui sont devenus à la mode, même souvent un peu utilisés un peu comme ce qu'on appelle des mots valises. Et du coup, on va essayer ensemble de voir en quoi l'agilité, qu'on cherche à mettre à l'échelle aujourd'hui, en quoi cette agilité a du sens aujourd'hui pour une entreprise, pour une organisation dans son ensemble, mais au final, de quelle échelle parle-t-on quand on parle d'agilité à l'échelle? Voilà, donc ça, c'est le sujet que je souhaite vous aborder aujourd'hui. Alors, petite précision, hein, comme le disait Joachim, les questions, j'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le module de questions. Quoi qu'il arrive, j'y répondrai à la fin. Alors, une petite présentation de qui je suis, Jérôme Carfentan, comme l'a dit Joachim, coach et formateur agile. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le conseil, dont une dizaine dans des contextes agiles. J'ai également coécrit un livre qui s'appelle Devenir une entreprise agile. Je l'ai rédigé avec Florent Loton, qui est connu pour être l'auteur du site L'Agiliste ou agiliste.fr, qui lui-même propose des parcours de formation en ligne sur le thème de l'agilité. Un des objectifs de ce livre, quand on l'a rédigé, c'était vraiment d'amener une perspective différente, d'apporter un petit peu de hauteur sur ce sujet, mais surtout de rendre accessible à tous ce terme souvent mal compris, qui est l'agilité, et qui est même parfois utilisé de manière inappropriée. Donc, c'est d'ailleurs un des objectifs que je me suis donné sur cette présentation, sur ce webinaire. Alors, voici le programme pour cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble.
Je vais commencer par quelques définitions sur l'agilité, agile, agile à scale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ensuite, je vais, pour parler d'agilité à l'échelle, je vais partir du pourquoi. Le pourquoi de l'agilité à l'échelle, je me suis inspiré d'un modèle que j'affectionne tout particulièrement, qui est le modèle de Simon Sinek. Start with Why, le cercle doré ou le Golden Circle, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, on parlera d'entreprise agile. Donc l'agile ou agilité à l'échelle d'une organisation, de l'entreprise, est-ce que c'est possible? Et pour terminer, on terminera sur, on passera rapidement sur les frameworks, safe ou pas safe. On n'entend pas beaucoup parler de ce framework. C'est un framework d'agilité à l'échelle qui est safe. Est-ce qu'il se suffit à lui-même? Est-ce qu'il faut aller regarder ailleurs ce qui se passe aussi? Je vais vous donner des clés pour essayer de répondre à ces questions-là. Et puis après, à la fin, ben, si vous avez des questions, déjà, vous pouvez dès maintenant les mettre dans le chat et puis on pourra de toute façon les adresser, y répondre à la fin. Alors, c'est parti. Quelques définitions. Alors, première définition, la première définition, c'est sur le mot agilité. Cette définition, c'est celle-ci, c'est l'agilité est la caractéristique qui permet à une organisation de prospérer dans un environnement de changement constant et imprévisible. Donc cette définition a été posée au début des années 90, pardon, et ça a été dans le contexte d'un rapport consacré à la stratégie des entreprises industrielles dans le monde des affaires. Donc c'est donc pas du tout dans le secteur du développement logiciel que la première fois qu'on a utilisé pour la première fois ce terme d'agilité. Et ce terme cette définition même a été repris en 2018 dans un ouvrage de Stephen Denning intitulé The Age of Agile. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que l'agilité peut être une réponse à la complexité du monde d'aujourd'hui, et on ne peut pas dire que le monde d'aujourd'hui n'est pas changeant et imprévisible. On est vraiment dans cette dynamique extrêmement complexe. Et l'agilité peut être vue comme une réponse. C'est pourquoi cette définition est plus d'actualité et encore plus d'actualité aujourd'hui. Alors, agile, ensuite, le mot agile a émergé en 2001. Vous avez probablement entendu parler du manifeste agile. Je ne vais pas rentrer dans le détail du manifeste, mais je vais vous en parler quand même rapidement, en balayant avec vous ce petit nuage de mots. Toutes les thématiques qui sont abordées dans ce nuage de mots sont issues du manifeste agile. Donc, le manifeste agile, c'est en 2001, 17 experts dans le domaine du développement logiciel, donc des experts du terrain, des experts extrêmement bons dans leur domaine de développement logiciel, qui rédigent ce manifeste, qui parle de valeurs, de principes, mais aussi de pratiques. Donc les valeurs et les principes qui sont mis en avant, c'est la satisfaction client, c'est le premier principe. On fait en sorte de satisfaire son client tout en s'améliorant de façon continue, en cherchant à s'adapter en permanence, en motivant ses collaborateurs, en faisant en sorte qu'ils s'auto-organisent, en leur donnant notre soutien et notre confiance, également avec de la simplicité. Tous ces termes sont issus du manifeste agile. Mais ce que je voulais te dire surtout derrière ce manifeste, ce qui importe, c'est vraiment cette volonté de partage et d'entraide qui ressort et qui a lancé une dynamique communautaire extrêmement forte, extrêmement puissante dès 2001 avec la publication et la rédaction de ce manifeste agile. Donc, une forte communauté aujourd'hui qui est encore perdure aujourd'hui et qui partage beaucoup, qui s'entraide beaucoup autour de cette thématique de l'agilité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on commence à parler maintenant, ça fait quelque temps qu'on parle d'agilité à l'échelle. Donc l'agilité, grâce à la dynamique communautaire qui a été lancée avec le manifeste agile, l'agilité a fait ses preuves avec des petites équipes pour livrer de la valeur et satisfaire les clients de ces équipes. Mais depuis quelque temps, maintenant, on parle d'agilité à l'échelle. Donc, du coup, on cherche à reproduire ce qui a marché avec des petites équipes à l'échelle de plusieurs équipes qui collaborent ensemble. Donc, ce que je vous donne finalement comme définition, c'est ça, c'est on va chercher à aligner l'ensemble des activités opérationnelles de ces équipes qui collaborent ensemble sur les besoins clients, sur ce qui apporte de la valeur à son client. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'alignement sur le business. Puis, on va aussi chercher à passer d'une optimisation locale vers
une optimisation globale. Voilà pour l'agilité à l'échelle. Alors, je ne vais pas très plus dans le détail pour le moment parce que c'est aussi l'objectif de cette présentation, c'est de creuser un peu plus cette thématique de l'agilité à l'échelle. Donc, OK, donc on a compris que l'agilité à l'échelle, c'était s'aligner sur le business et de passer d'une optimisation locale à une optimisation globale. Mais de quelle échelle on parle vraiment? C'est à l'échelle de quoi? Donc, on a vu que, à l'échelle de l'équipe, ça fonctionnait bien. C'est pour ça qu'on a cherché à le faire à l'échelle de plusieurs équipes. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres échelons à considérer quand on parle d'agilité à l'échelle? Eh bien, à mon sens, oui, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas penser l'agilité à l'échelle de l'individu? Et est-ce qu'on ne peut pas également penser l'agilité à l'échelle de l'ensemble d'une organisation? Et pour, chercher à répondre à ces questions, bah, je compte partir du pourquoi et en vous présentant, ce modèle dans un premier temps, le modèle de Start with Why du Golden Circle de Simon Sinek. Donc c'est un modèle, très inspirant, mais surtout très, très simple et c'est pourquoi j'utilise, souvent ce modèle car sa simplicité permet vraiment de rendre accessible au plus grand nombre la compréhension de l'agilité, si on mappe ce modèle avec l'agilité. Donc c'est ce que je propose ici, c'est de mapper le modèle du Golden Circle avec l'agilité. Donc ce que nous dit, Simon Sinek, c'est que, bah, par ses observations, il a observé les organisations et les grands leaders, qui réussissent. Il a observé que ces organisations et ces leaders pensent, communiquent et agissent en commençant toujours par le pourquoi. Toujours de la même façon, en commençant par le pourquoi. Donc le pourquoi pour une organisation, pour une entreprise, c'est sa vision, sa raison d'être. Le comment, ça va être ses process qui sont décrits, qui décrivent finalement comment les collaborateurs travaillent au quotidien. Et le what, c'est les produits ou les services de cette organisation ces produits et ces services qui seront fournis aux clients de cette organisation. Donc je vais décliner ce modèle sur, chaque niveau de l'échelle que je vous ai présenté, précédemment. Alors, comment peut-on utiliser ce modèle pour introduire la notion d'agilité à l'échelle d'un individu? Ben, pour ça, je me suis basé sur, parce que quand on parle d'agilité à l'échelle d'un individu, on va surtout chercher à prendre des individus motivés. C'est ce que nous dit d'ailleurs le manifeste agile, travailler avec des collaborateurs motivés. Mais pour les motiver, comment on fait? Donc je me suis basé, sur, Daniel Pink. Daniel Pink qui a rédigé un livre qui s'appelle Drive et en français, le titre, c'est «La vérité sur ce qui nous motive». Il a également fait un TED vraiment très, très, très bien sur cette thématique-là. Alors dans ces différents ouvrages ou vidéos, il va nous dire nous avons tous, 3 grands motivateurs qui vont nous driver au quotidien, heu, surtout quand on est sur des activités à grande valeur ajoutée. Et donc, finalement, le why d'un individu, le pourquoi d'un individu, c'est le sens. C'est un des motivateurs, c'est le premier motivateur. C'est si ce qu'on fait au quotidien a du sens pour l'organisation qui nous emploie, bah, ça forcément, on sera naturellement motivé pour travailler au quotidien dans cette organisation. Le deuxième des motivateurs, c'est plutôt le comment finalement. Comment est-ce qu'on va travailler? Bah, on va travailler en toute autonomie. Donc si l'organisation nous permet d'être autonome ou nous offre un cadre qui permet d'être suffisamment autonome pour pouvoir, agir au quotidien, eh ben, on sera également naturellement motivé. Et le dernier, c'est la maîtrise. Là, et j'ai mis plutôt compétences, parce qu'on va chercher à maîtriser ses compétences. C'est la maîtrise de ses compétences et finalement, ben, on sera également naturellement motivé si, notre organisation nous permet d'être, en maîtrise de ses compétences, mais aussi nous permet de nous élever dans nos compétences. Donc être agile à l'échelle d'un individu, heu, finalement, c'est travailler avec des collaborateurs motivés et donc être agile à l'échelle d'un individu, c'est à minima, bah, chercher à être motivé au quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce modèle-là et je trouve qu'il se mappe en plus à la perfection avec le modèle de Simon Sinek. Donc si on pense, à l'échelle de l'équipe, donc là, il y a juste à reprendre le modèle, que certains peut-être connaissent.
c'est le framework Scrum qui permet d'appliquer de l'agilité à l'échelle d'une équipe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce modèle-là. Par contre, ce modèle-là met en évidence 3 grandes responsabilités. La première responsabilité, c'est le product owner. Et le product owner, c'est vraiment le pourvoyeur de sens. C'est lui qui donne du sens. C'est lui qui raconte une histoire inspirante pour engager tout le monde, tous les collaborateurs, dans une même direction. Ensuite, on va avoir la deuxième responsabilité qui va être le Scrum Master, qui est finalement le garant de la mise en place d'une certaine forme d'autonomie au sein de l'équipe. On va parler même d'auto-organisation ou d'autogestion suivant les cas. Et puis, dans le jargon Scrum aussi, on va utiliser le terme de dev ou développeur. Alors, développeur, ce n'est pas forcément des codeurs informatiques. Un développeur, c'est vraiment toutes les personnes qui ont les compétences opérationnelles nécessaires pour concevoir, construire, valider et mettre à disposition les produits et les services de l'organisation pour les clients. Et donc, du coup, ces devs doivent maîtriser leurs compétences et faire en sorte que ces compétences se diffusent au sein de l'organisation. Donc, je trouvais également intéressant de mapper avec ce modèle du Golden Circle les 3 responsabilités de Scrum. Alors, là, c'est là qu'on commence à parler d'agilité à l'échelle quand on est sur plusieurs équipes. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, en fait, on pense à l'agilité à l'échelle quand on cherche justement uniquement à faire travailler plusieurs équipes ensemble, sans forcément se demander si les équipes sont déjà agiles, sans forcément se demander si les individus sont déjà motivés. Donc, attention, l'agilité à l'échelle, ça fonctionne si déjà les équipes savent travailler de façon agile, et ça fonctionne si on a des individus motivés. Donc, l'idée, c'est de parler, c'est là qu'on commence à parler d'agile at scale finalement. J'aurais pu mettre SAFe parce que c'est aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est le framework aujourd'hui qui a remporté le marché, je dirais. Et donc, en fait, ce que nous proposent ces modèles d'agilité à l'échelle, pour donner du sens à ces équipes qui doivent collaborer ensemble, c'est de les aligner sur une même chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est toutes les étapes dans l'organisation qui vont permettre d'apporter de la valeur au client, depuis l'expression d'un besoin jusqu'à la mise à disposition de ce besoin pour ce client. Donc, si tout le monde est aligné sur cette chaîne de valeur, normalement, on offre du sens à ces collaborateurs qui travaillent, qui essaient de collaborer à plusieurs équipes. Ensuite, pour essayer de faire en sorte que ces équipes travaillent en toute autonomie, eh ben, on va chercher à gérer ce qu'on appelle les dépendances entre les équipes. Alors, plus que gérer d'ailleurs, on va chercher même à les réduire, voire même, si possible, les supprimer complètement, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie autonomie au sein des équipes, entre ces équipes, voire même avec le monde extérieur. Donc, l'autonomie, on voit que c'est encore présent, toujours, dans les équipes qui travaillent à l'agilité à l'échelle. Et pour les compétences, en fait, la plupart des modèles nous proposent aussi de travailler en communauté, par une dynamique de partage et d'entraide, d'échange avec des communautés d'intérêt et de pratiques, pour faire circuler les connaissances et les compétences et également faire en sorte que l'organisation de ces équipes qui collaborent, cette organisation gagne en résilience. Donc, c'était intéressant, je trouvais aussi de mapper ce cercle doré avec des éléments de base de l'agilité à l'échelle sur plusieurs équipes. Alors, quand on parle de l'organisation dans son ensemble, finalement, moi j'en reviens à ce modèle de Simon Sinek sans le raccrocher à autre chose, parce qu'il se suffit à lui-même. En fait, Simon Sinek nous dit que pour que celui-ci fonctionne, pour que ce modèle fonctionne, il est nécessaire que l'organisation soit authentique. Donc, ce qui va faire fonctionner tout ça, c'est l'authenticité. Alors, l'authenticité, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une raison d'être ou une vision porteuse de sens, surtout claire, et avoir une forte clarté pour cette vision. Donc, on la porte, elle est claire pour tout le monde et elle est comprise par tout le monde. Et puis ensuite, au niveau des process, on va faire en sorte d'avoir de la discipline. Alors attention, quand on parle de discipline, certains pensent au contrôle. Alors on ne dit pas qu'on va travailler en contrôlant tout le monde, parce que par contre, un process, c'est on dit comment on travaille et on travaille comme on dit, tout en se donnant la possibilité de se remettre en question à rythme régulier. Donc c'est là que l'agilité intervient, c'est quelque part, parce que souvent d'ailleurs l'agilité, on la voit comme un process.
sur lequel on demande d'avoir un minimum de discipline. Mais par contre, moi j'ai observé que l'agilité ne fonctionnait pas du tout s'il n'y avait pas de raison d'être, s'il n'y avait pas de motivation, et surtout si cette raison d'être n'était pas claire, quoi. Donc motiver les individus, faire en sorte que la vision soit présente et qu'elle soit claire et partagée, c'est peut-être presque des prérequis avant de se dire de mettre en place des process agiles. Et le dernier, pour les produits, ce que nous dit Simon Sinek, c'est pour gagner en authenticité, faut que ces produits soient cohérents. Il faut qu'ils soient effectivement cohérents entre eux, ça c'est évident, mais il faut surtout qu'ils soient en cohérence avec la raison d'être, qui est censée être claire également dans l'organisation. Donc ce modèle-là nous offre finalement tout ce qu'il faut pour une organisation qui cherche à gagner en agilité pour l'ensemble de l'entreprise. Alors, ce qui m'amène du coup à parler d'entreprise agile. Alors, au niveau de l'entreprise, finalement, l'entreprise agile, c'est une question de culture, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je vais développer un peu ce sujet de la culture. Alors, pour vous reparler quand même rapidement du livre qu'on a écrit avec Florent, l'intention, c'était vraiment de redonner ces lettres de noblesse à ce mot agile, qui est parfois utilisé à tort et à travers. Parfois, on va invoquer ou il sera incanté par certains managers ou certains dirigeants qui veulent que leur organisation devienne agile, mais sans trop savoir ce qu'il y a derrière ce mot. Donc, l'idée vraiment de cet ouvrage, c'était de remettre en perspective ce terme dans un contexte d'une organisation dans sa globalité. Et finalement, qu'est-ce que ça signifie d'être agile à l'échelle d'une entreprise? On a volontairement même voulu rester très synthétique pour le rendre compréhensible et accessible au plus grand nombre. Et pour cela, on s'est vraiment contraint à éviter au maximum le jargon agile qu'on a parfois tendance à beaucoup entendre dans le secteur. Et du coup, l'idée aussi, c'était de faire comprendre que l'agilité, ce n'est surtout pas qu'une affaire d'IT, d'informatique ou de développement logiciel. Ce n'est pas non plus une affaire que de petites équipes. L'agilité peut se penser à l'échelle d'une entreprise dans son ensemble. Alors, une question de culture, mais qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, je me suis encore basé sur une citation de Simon Sinek pour essayer de vous introduire ce sujet-là. Alors cette citation nous dit que quand les choses que vous dites et les choses que vous faites sont alignées avec ce en quoi vous croyez, c'est alors que va émerger une culture forte et florissante. Donc la culture, ça ne s'invoque pas, en particulier la culture agile, enfin toute culture ne va pas s'invoquer, ça doit s'incarner par ce qu'on dit et par ce qu'on fait, il faut que ce soit aligné avec nos croyances. Et les croyances, c'est ce qu'on va parfois retrouver d'ailleurs, ce qu'on devrait normalement retrouver dans la raison d'être ou dans la vision de l'organisation. Et voilà, donc je trouvais intéressant de vous montrer ça parce que une culture, ça va pas, voilà, ça doit émerger. Enfin, ça émerge, on n'a pas le choix, ça émerge et ça émerge de ce qu'on fait et ce qu'on dit. Alors, c'est quoi une culture agile du coup? Donc la culture agile, en quelques slides, ça va être, une culture de la satisfaction client. Encore une fois, c'est un peu bateau de dire ça, mais quand on observe un peu la culture des grandes entreprises du digital aujourd'hui, elles sont vraiment à l'écoute de leurs clients, parfois un peu trop, mais en tout cas, j'espère que leur intention est bonne. Elles sont surtout à l'écoute de leurs clients pour les servir au mieux, tout simplement. Et parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient. Surtout dans un contexte volatile comme aujourd'hui où l'enjeu, c'est vraiment de conserver ses clients et de conserver ses marchés. Donc une culture forte de la satisfaction client et une culture également de l'amélioration continue. L'idée, c'est encore une fois d'inscrire l'amélioration continue au cœur de la culture de l'organisation en disant et en faisant vraiment de l'amélioration continue et surtout en faisant attention de donner le droit à l'erreur. Parce que si on ne donne pas le droit à l'erreur, forcément, on ne va pas forcément mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas dans l'organisation et chercher à s'améliorer derrière. Ce qui m'amène du coup à dire que finalement, le manager qui doit donner le droit à l'erreur, le management est le garant de cette culture. Alors, manager garant de la culture, ça veut dire qu'il est déjà expert en motivation.
C'est là qu'on va retrouver les 3 motivations intrinsèques de Daniel Pink. Le premier, ça va être le pourvoyeur de sens. Le management, c'est eux qui vont donner du sens dans l'organisation, ou s'assurer que le sens soit compris par tout le monde, que la raison d'être soit compris par tout le monde et que tout le monde est aligné sur ce même objectif. Ça va être aussi le management, ça va être le garant du process. Alors, un process agile, bien évidemment, un process qui évolue, un process agile, bien évidemment. Et puis, ça va être aussi lui qui fait grandir les collaborateurs. On va parler d'une posture de coach qui va donner le droit à l'erreur. C'est un management bienveillant mais exigeant. J'aime bien cette citation de Thierry Marx que j'avais vue en conférence. Thierry Marx, c'est un grand cuisinier très très connu qui dit qu'il est doux avec les hommes en tant que manager. Il est doux avec les hommes, mais dur avec les faits. Donc doux avec les hommes, mais dur avec les faits. Donc c'est cette idée de bienveillance, mais on reste quand même exigeant. Voilà pour la culture agile au niveau de l'entreprise agile, ce qui m'amène à vous parler rapidement des frameworks. Donc framework, aujourd'hui on entend, comme je le disais tout à l'heure, on entend, donc là c'est une liste non exhaustive des frameworks qui existent aujourd'hui. Il y a Safe, il y a Less, il y a Nexus, il y a Scrum at Scale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun. L'idée c'était vraiment de vous en parler rapidement pour vous dire que finalement ce n'est que de l'agilité à l'échelle de l'IT. Même si on reste aligné sur le business, on s'adresse aux services informatiques quand on fait du Safe, quand on fait du Less et compagnie. Ils sont très très bien, sauf que si on veut chercher à mettre l'agilité à l'échelle d'autre chose, à l'échelle de l'organisation dans son ensemble, je conseille de ne pas forcément regarder que ces frameworks-là, même s'il y a des choses très intéressantes dedans. Il faut peut-être aller regarder autre part. Alors, du coup, si on veut aller vers l'entreprise agile, encore une fois, je vous présente quelques frameworks et quelques outils rapidement, qui ne sont pas non plus exhaustifs. Il faut déjà se poser la question au niveau RH, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer du management 3.0 pour mettre en place une politique salariale peut-être un peu différente, pour motiver, parce qu'il y a beaucoup. Le management 3.0 est une boîte à outils qui va nous proposer des outils autour de la motivation, de la délégation, de la politique salariale et bien d'autres outils. Quand on fait de la budgétisation ou au sein des organisations, quand on a un service financier, peut-être qu'on peut penser la budgétisation de façon différente. Pourquoi faire des budgets annuels? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des budgets sur des périodes plus courtes, sur des mois glissants? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, penser la budgétisation de façon participative? Est-ce qu'on ne peut pas penser nos budgets de façon capacitaire? Voilà. Pensez à ce genre d'outils qui permettent de gagner en agilité au niveau de l'entreprise. Après, si on veut, pour nos produits, lancer des produits innovants, il y a le Lean Startup ou le Design Thinking. Ce qui est intéressant également, c'est que dans la dynamique agile, il y a beaucoup, on va mettre en avant l'intelligence collective. On va utiliser ce levier de l'intelligence collective pour gagner en performance. Et je vous ai mis une boîte à outils qui est les Liberating Structures, qui sont vraiment très efficaces pour ça. C'est pas la seule, il y en a bien d'autres, mais je trouvais que celle-ci était vraiment très, très pertinente. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Si on veut des organisations peut-être moins hiérarchiques, plus plates, plus innovantes pour le coup, je vous enjoins à regarder ce que fait l'holacratie ou bien la sociocratie. Ce sont des modèles qui vont permettre justement d'aplatir les organisations, la structure de l'organisation. Et le dernier que je vous ai mis là, c'est quand vous cherchez à finalement transformer une organisation, être agile dans votre transformation. Si vous faites une transformation agile, autant être agile dans sa transformation. Et Open Space Agility propose une boîte à outils basée sur un atelier qui s'appelle l'Open Space, qui est vraiment très très pertinent, très utile, que j'ai déjà expérimenté et qui permet justement de lancer une transformation en toute intelligence collective. Alors, tous ces outils nous amènent à penser finalement l'entreprise de façon globale, avoir une pensée systémique sur l'entreprise. Ce qui m'amène finalement à vous présenter deux livres que j'ai trouvé très très inspirants. Le premier, alors c'est 2 livres qui ne mentionnent jamais le mot agile, qui ne parlent pas d'agilité, mais qui pour autant donnent des retours d'expérience d'entreprise qui me semblent agiles.
C'est pour ça que je vous les présente. Alors, le premier, c'est la 5e discipline qui parle plutôt d'organisation apprenante. Et le deuxième, c'est donc la 5e discipline, pardon, c'est Peter Senge. Et le deuxième de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui nous parle d'organisation opale. Opale, c'est la couleur opale. C'est, il prend la métaphore des couleurs pour classifier les organisations. Et opale, c'est ce qui représente, je dirais, l'entreprise agile. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont mises en évidence dans ces ouvrages. Donc je vous enjoins vraiment à les lire et sans modération, parce qu'il y a des exemples d'entreprises qui ont mis en place un mode de fonctionnement flexible autour d'une raison d'être vraiment inspirante. Et ces entreprises arrivent en plus à satisfaire leurs clients avec des produits et des services qui sont vraiment en totale cohérence avec leur raison d'être. Donc on peut donc dire que ces ouvrages nous racontent l'histoire inspirante d'entreprises agiles. Donc, à mon sens, vraiment à lire sans modération. Donc, je vois que j'ai un petit peu dépassé le timing. C'est l'heure des questions, donc je vais regarder. Alors, c'est pas grave, hein, si on a dépassé le timing, Joachim m'a dit que c'était bon, ça posait pas de problème. Yes. Alors, au niveau des questions, je sais pas si on en a eu d'ailleurs. Pour N'hésitez le pas. moment, non. Donc, s'il y a pas de Peut-être questions, le temps s'il y en a qui sont en train ouais, de on laisse rédiger le une temps question aux personnes de les rédiger si elles le souhaitent. pendant ce temps, je peux peut-être, simplement, préciser, Ouais. Jérôme, pour, heu, pour les personnes qui étaient pas là au début, comme il y a une question là-dessus aussi, c'est possible de revoir la Malta Academy en replay. Elle sera disponible, ces prochains jours sur le site, maltacademy.com et vous aurez aussi l'agenda des prochains lives dessus. Et pour information, une dernière info, si vous souhaitez faire comme Jérôme et animer une Malta Academy, n'hésitez pas à nous envoyer votre sujet. On a une section dédiée sur le site Devenir Speaker. Très bien. Voilà, pour ces Merci infos. Joachim. Donc, Merci à toi je pour, vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de taper dans le chat. Je vois que Yann a dit que c'était très clair. Bon, merci Yann. Merci pour ce résumé des frameworks, très intéressant. Envie de plonger dedans. Donc c'était effectivement un peu l'objectif, c'était donner envie et puis surtout rendre accessible parce que parfois, pour voir beaucoup de conférences sur l'agilité, parfois on a tendance à utiliser beaucoup de jargon, des choses un peu incompréhensibles et voilà, ramener à des choses simples, ça permet juste de faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde. Donc merci si c'était le cas, je pense avoir réussi mon pari. tu avais une question Jérôme sur, dans les questions qui était, Ah. quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter pour le passage à l'échelle? De la part de Clément Michelet. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur moi, les erreurs que j'ai pu identifier, c'est souvent, on passe à l'échelle, mais on n'a pas forcément pris le temps de consolider, ce qui se passait aux autres échelons finalement. Surtout en particulier au niveau de l'individu ou même des équipes. Si les équipes, tournent pas de façon, presque, toutes seules, de façon agile, si les individus, s'il y a pas je dirais une résilience au niveau des équipes, une résilience même au niveau de l'individu et s'il y a pas d'agilité à ce niveau-là, c'est même pas la peine d'essayer de passer à l'échelle, quoi. Et ça, c'est assez fréquent parce que je vois beaucoup, moi, d'organisations qui passent à l'échelle pour faire un peu comme tout le monde et puis parce qu'il y a aussi des bénéfices à en tirer, mais qui ont pas forcément pris le temps de consolider ce qui se passait au niveau de leurs équipes ou même au niveau de leurs individus. Alors j'espère avoir répondu à la question. Après, les autres erreurs courantes, il y en a d'autres, souvent c'est au niveau management aussi, ce que j'ai pu observer, j'ai pas mal parlé de culture. Moi, j'ai travaillé dans des banques, avec une culture très hiérarchisée, avec où le droit à l'erreur n'était pas forcément présent et donc si la culture et le management qui porte cette culture n'est pas en ligne et en phase avec, ce qu'on veut mettre en place au sein des équipes, souvent ça bloque aussi. Et j'ai travaillé d'ailleurs dans 2 grandes banques. Une grande banque qui était très, hiérarchisée, où ça avait pas mal bloqué. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette dynamique d'agilité à l'échelle. Et j'avais travaillé dans une autre banque, qui elle est une banque mutualiste où pour le coup, ils ont l'habitude de la décentralisation des décisions et donc ils s'y sont mis beaucoup plus tard et pour autant, l'avancée a été beaucoup plus fulgurante.
ils sont rentrés dedans plus facilement. Donc d'où l'importance vraiment de la culture, et la culture, ça se change pas comme ça en un claquement de doigts, ça doit venir, du plus haut, je pense, ça doit venir de l'exemplarité des dirigeants et de, voilà, il faut incarner sa culture, il faut incarner la culture agile au niveau de la direction. Voilà, je dirais pour les problèmes les plus, je dirais les plus flagrants et les plus courants. Merci Jérôme. Je pense que bah là, je vois pas d'autres questions. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi cette Malte Academy et un grand merci encore Jérôme de l'avoir animé. Merci à toi. Et à bientôt. Et très bonne après-midi à tous Bon et après-midi, à merci. toutes. Au revoir.